Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Ce mercredi 8 mars marque la 40e journée internationale des droits des femmes, une initiative des Nations Unies officialisée en 1977. Après l'explosion du nombre de meurtres de femmes en Amérique latine, la tentative de limitation du droit à l'avortement en Espagne ou en Pologne, ou son éventualité aux États-Unis, avec également la dépénalisation des violences domestiques en Russie ou la libération des discours machistes, parfois prononcés par des chefs d'État, le 8 mars de cette année fait écho au rassemblement de plus de 2 millions de personnes ces derniers mois dans le monde entier, organisé pour défendre les droits des femmes. Pas de cadeaux, pas de fleurs, plus qu'une célébration des droits acquis au cours des décennies, la Journée internationale des femmes est pour de nombreux militants, et pas seulement des mouvements féministes, l'occasion de rappeler que la lutte pour l'égalité est toujours d'actualité. En 2017, les mariages forcés, l'excision, les viols sont autant de violences faites aux femmes. Plus sous-jacentes, les inégalités salariales persistent elles aussi, toujours au XXIe siècle. Dans le monde, les femmes gagnent en moyenne 23% de moins que les hommes. L'Organisation internationale du travail estime qu'au rythme actuel, il faudra 70 ans pour résorber ces écarts. Les femmes du Bénin souffrent beaucoup ces derniers temps de leur méconnaissance de certains textes qui régissent la vie en société. Depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990, aucun gouvernement n'a amplement expliqué à la femme béninoise, combattante qui refuse la paresse en s'occupant avec un petit business, occupation illégale de l'emprise publique, ainsi que le nombre de femmes ont royalement installé leur commerce le long des grandes artères sur le domaine public. Les autorités des mairies censées informer ces femmes de leur occupation illégale de l'emprise publique ont aussi passé tout le temps les cajoler dans le sens des poils, histoire de leur faire payer régulièrement des taxes. Aujourd'hui, à l'arrivée d'un pouvoir exécutif fort respectueux des tests, les femmes sont déguerpies et pourchassées dans leur dernier retranchement. Et pourtant, c'est dans cette ambiance que la GIF, la journée de 8 mars, est célébrée au Bénin sous le thème de l'autonomisation socio-économique de la femme, un pas vers le développement. Quel développement peut-on espérer d'une telle situation ? Une femme qui se prenait en charge parce qu'elle faisait un petit commerce sur le domaine public et qui du jour au lendemain a été renvoyée du site, est-elle encore autonome socialement et économiquement ? À la vérité, ce thème de 8 mars 2017 ne colle pas du tout à la réalité au Bénin. La femme souffre actuellement dans sa chair et cette souffrance est due à la complaisance à laquelle s'étaient adonnés les anciens gouvernements et surtout les autorités locales. Au Bénin, les femmes font 52% de la population. Cette journée du 8 mars doit donc leur permettre de se remettre en cause. Celles qui ont eu la chance d'aller à l'école doivent désormais aiguiller les moins instruites et ou analphabètes pour qu'elles évitent à l'avenir les situations de déguerpissement de l'emprise publique, de vente de médicaments de contrebande. La femme, autant que l'homme, doit rester un modèle dans la société puisque c'est elle qui s'occupe à 90% de l'éducation des enfants, l'avenir d'un pays. Le développement n'est donc pas une incantation à travers des thèmes ronflants pour célébrer une GIF, mais un comportement. Pour la 40e fois dans le monde et la 32e au Cameroun, les femmes sont à l'honneur ce 8 mars 2017 à l'occasion de la journée internationale à elles consacrée. En marge de cette célébration, les femmes de la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments essentiels Sénamé se sont jointes à celles du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise l'ANACOM et celles du Fonds national pour la promotion de la santé du centre pour mener une réflexion sur les droits et devoirs de la femme. Je crois que ce qui est important, c'est de réaliser qu'il y a eu une prise de conscience grâce au travail extraordinaire fait par Madame le MINPROF, le professeur Abenon Doua. Et aujourd'hui, le 8 mars n'est plus seulement le jour de se réjouir, mais c'est un jour de réflexion aussi. Donc, toute la semaine, il y a des réflexions comme ça partout qui vont participer à renforcer les capacités des femmes que nous sommes. Sous le thème « Les droits et devoirs de la femme dans un monde en émergence », il a été question tout au long de cette cérémonie de présenter à ces dames l'essentiel de leurs droits et de leurs devoirs, l'objectif étant de mieux les appréhender pour les exercer encore davantage. Le propos aujourd'hui était particulièrement sur les droits de la femme dans un monde de travail en mutation, en rapport avec le thème de la journée de la femme. Alors il a été question de partager avec toutes les femmes quels sont leurs droits dans le monde du travail
et surtout de partager les avancées qu'il y a eu. Parce que, par exemple, le Code pénal au Cameroun a introduit l'infraction de discrimination par laquelle on ne peut pas discriminer sur la base du sexe l'accès à l'emploi. Donc c'est ça, l'occasion était de partager ses connaissances, ses droits, parce que parfois on ne sait pas toujours à quoi on a droit, ni comment exercer ses droits. Nous présentons ce thème pour appeler aussi les hommes non seulement à nous assister, mais à partager les charges au quotidien et aussi dans les entreprises, que la femme soit égalée, valorisée. Un moment de réflexion et de débat qui permettent à ces dames de se démarquer du lot dans un contexte camerounais où l'on a été habitué à vivre la Journée internationale de la femme, ou plutôt la fête de la femme, sous fond de réjouissance et des débordements de tout genre. Et de distribution des médicaments au Cameroun. Combattre les inégalités hommes-femmes, c'est l'ambition d'une association kenyane, Women's Empowerment Link. La mission de l'organisation non gouvernementale, dirigée par Virginia Nduta, est de valoriser le potentiel des femmes pour exercer leurs droits et leurs libertés et leur permettre d'accéder aux mêmes privilèges et opportunités professionnelles que les hommes. Concrètement, les programmes de Women's Empowerment Link agissent autour de 5 thèmes clés: la valorisation économique des femmes, l'accès à l'éducation des jeunes filles, la santé génésique et les droits liés au choix de reproduction, la violence sur la base du genre ou l'orientation sexuelle couplée aux problématiques autour du VIH-Sida, et enfin le leadership et la gouvernance de transformation. Le Kenya étant un chef de file, en particulier en Afrique de l'Est, sur un certain nombre de domaines, nous sommes très mauvais quand il s'agit d'égalité entre les sexes. Nous sommes en retard par rapport à l'Ouganda et la Tanzanie et tous les autres pays que nous devançons dans tous les autres secteurs, notamment sur le front économique, etc. Nous sommes vraiment mauvais en ce qui concerne l'égalité entre les sexes. Vous savez, par exemple, nous avons fait d'énormes progrès dans le pays pour une participation égale des femmes. Cependant, nous avons encore un certain nombre de lacunes. Si je peux le mentionner, en cette année électorale 2017, nous sommes toujours en retard par rapport à la représentation des femmes au Parlement. Quand on regarde les problèmes de violence, les statistiques nous montrent toujours que nous avons un bon nombre de femmes et de filles qui sont confrontés à ces problèmes et qui ont besoin d'aide. Et c'est aussi un travail auquel nous contribuons et c'est parce que nous pouvons voir en tant que pays que nous ne sommes toujours pas très bons dans ce secteur. Nous avons encore beaucoup de lacunes en ce qui concerne l'indépendance économique. Si vous prenez par exemple la sécheresse que nous traversons dans le pays, les femmes et les enfants sont les plus touchés. Vous savez, ce sont elles les nourricières. Donc nous devons faire avancer les possibilités économiques pour qu'elles puissent faire face à certains de ces chocs. Le Caire a accueilli mardi une réunion de la Ligue arabe. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres, rassemblés dans la capitale égyptienne, ont abordé la situation de chaos traversée depuis 2011 par la Libye voisine. Au terme de la rencontre, les secrétaires généraux de la Ligue arabe ainsi que le ministre algérien délégué aux affaires du Maghreb et de l'Afrique, également président de la session actuelle de la Ligue, ont rappelé qu'ils souhaitent encourager un règlement politique de la crise libyenne, notamment à travers des négociations et en incluant l'Union européenne. Le premier point sur lequel nous nous sommes tous mis d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une solution politique. Deuxièmement, cette question revient aux Libyens et la solution doit être trouvée dans le cadre d'un dialogue qui rassemble tous les Libyens, sauf les organisations terroristes. Combattre le terrorisme est possible avec des institutions solides. Le terrorisme se renforce avec l'absence ou dans la faiblesse des institutions. Il y a un consensus arabe total. L'un des points très positifs, c'est que pendant la réunion d'aujourd'hui, beaucoup de discussions constructives et positives ont eu lieu et qui révèlent une envie de dépasser les difficultés de la situation du monde arabe. J'ai appelé à l'élargissement du cadre tripartite, la Ligue arabe, l'Union africaine et les Nations unies,
pour que l'Union européenne s'intègre dans un cadre quadripartite complet concernant les affaires et le règlement de la crise libyenne. La crise en Libye, illustrée par le décès tragique le week-end dernier de 22 migrants d'Afrique subsaharienne. Ceux-ci n'ont pas perdu la vie noyés dans la Méditerranée après le chavirage de leur embarcation de fortune. Ils sont morts sur la plage libyenne de Sabrata, abattus par des passeurs. Leur tort, avoir justement refusé d'embarquer à bord d'un bateau pour rejoindre l'Europe à cause du mauvais temps. Depuis Genève en Suisse, l'Organisation internationale pour les migrations a rappelé mardi que des échanges de tirs entre passeurs seraient à l'origine du drame, confirmé par le Croissant Rouge libyen. Mardi, le président du Kenya a accueilli la visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Uhuru Kenyatta et M. Guterres se sont rencontrés au palais présidentiel à Nairobi avant de participer ensemble à une conférence de presse. M. Guterres a vanté les mérites du Kenya, symbole selon lui de l'histoire positive de l'Afrique, au-delà des crises récurrentes qui affaiblissent le continent. Terre de réalisation et d'opportunités, le Kenya a également été décrit par le secrétaire général de l'ONU comme un exemple, non seulement pour les autres pays africains, mais aussi pour le reste du monde. Un exemple pour sa capacité de gouvernance, sa société civile dynamique, sa communauté des affaires et sa presse libre, selon M. Guterres. Les deux hommes se sont également exprimés au sujet de la crise que traverse la population de la Somalie voisine. La veille, M. Guterres avait visité le camp de déplacés de Baidoa, qui abrite environ 42 000 réfugiés, particulièrement affectés par la famine causée par la sécheresse. En effet, le 25 mars, nous allons organiser un sommet extraordinaire qui va rassembler les chefs d'État de l'IGAD, ainsi que des amis et des partenaires de la région, pour discuter de solutions durables concernant le sort des réfugiés somaliens. Je veux exprimer au gouvernement kényan et au peuple kényan ma solidarité face à la sécheresse qui frappe le pays. Et j'espère que la communauté internationale sera en mesure de faire correspondre son aide à la générosité que les Kenyans ont toujours montrée pour les réfugiés, tout en soutenant le pays. Surtout maintenant que cette sécheresse dure depuis si longtemps que les ressources du pays sont elles-mêmes touchées et le pays est en difficulté face à cet énorme défi. Je pense que nous devons aussi voir la Somalie comme un pays où il y a une opportunité. Avec le nouveau gouvernement qui a été élu, avec l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays, même si beaucoup de défis subsistent, c'est le moment pour la communauté internationale d'investir massivement en Somalie. Tout d'abord, face à la tragédie de la sécheresse, les gens meurent. Cela doit cesser. La communauté internationale doit maintenant être mobilisée pour soutenir le peuple somalien face à cette situation très difficile. Dans l'océan Indien, le cyclone Enao frappe l'île de Madagascar depuis mardi après-midi. Avec des pointes de vent allant jusqu'à 300 km/h, la tempête est déjà responsable, selon un bilan provisoire des autorités locales, de la mort d'au moins 3 personnes dans le seul district de Marwan Setra, parmi eux 2 enfants. La force des intempéries s'est réduite depuis, après que les autorités malgaches ont décrété l'alerte rouge au vent et aux inondations pour toute la moitié nord de la grande île. Enao a été rétrogradé au degré de tempête tropicale avec des vents soufflant encore à 130 km/h. Depuis lundi, le Bureau national de gestion des risques et catastrophes conseille aux habitants des zones menacées de quitter les bas quartiers, d'aller se réfugier en hauteur et de faire des stocks d'eau et de nourriture. En Afrique du Sud, les écologistes viennent de remporter une première victoire judiciaire. L'organisation non gouvernementale de défense de l'environnement EarthLife Africa a enregistré un succès historique mercredi dans un dossier lié au changement climatique. La ministre sud-africaine de l'Environnement, Enna Molewa, avait reconnu que l'impact environnemental de la centrale à charbon de Thabametsi, dans le nord du pays, n'avait pas été complètement pris en compte. Elle en avait malgré tout autorisé la construction. Mercredi, un tribunal de Pretoria a donné raison à EarthLife Africa. Le gouvernement devra produire une étude d'impact environnemental complète cette fois-ci, avant de construire la centrale. L'Afrique du Sud est dépendante à 90% du charbon pour son approvisionnement en électricité. La décision de justice prise mercredi est significative.
Au Congo, c'est à Oyo, situé à 400 km au nord de la capitale Brazzaville, que se réunissent les ministres de 12 pays africains engagés dans le lancement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cette initiative a pour objectif d'établir et de financer des actions communes en faveur de l'économie bleue pour les pays du bassin du Congo. Cette zone d'Afrique centrale représente le deuxième réservoir de carbone du monde, après le bassin d'Amazonie. Elle contribue à près de 50% des ressources en eau déversées dans les océans. D'où la nécessité pour les pays concernés de se prendre en main en vue de développer durablement les économies de l'Angola, du Burundi, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de la Tanzanie, du Tchad et de la Zambie. Vendredi 9 mars, un accord de création de ce fonds doit être signé pour la mise en œuvre des stratégies au service de l'économie bleue pour les pays du bassin du Congo. Vous savez que oui, vous avez raison de le dire, les 10 pays du bassin du Congo ont donc pris l'engagement dans une commission ministérielle des pays du bassin du Congo pour harmoniser leur politique. Et en harmonisant leur politique à travers les lois forestières, ils ont retenu des actions concrètes de terrain pour la gestion durable des écosystèmes forestiers. Et aujourd'hui, c'est un engagement supplémentaire que nous prenons dans ces pays pour aller de l'avant avec un fonds qui va permettre le développement des activités liées à la gestion donc des cours et des plans d'eau dans notre sous-région. Aussi parce qu'à travers les projets que nous avons à développer, effectivement, il y a des projets qui concernent le développement local, qui concernent le développement économique des régions riveraines, qui concernent également des activités génératrices de revenus comme l'aquaculture, comme une agriculture moderne et aussi l'électricité qui apporte le développement dans une localité. Nous allons faire des efforts pour voir non seulement le financement, mais surtout pour voir les programmes, les projets de développement et pour voir cette initiative agrandir et donner l'espace qu'il mérite. Ce sont les ressources naturelles, mais aussi ce sont la vie. La vie en tant que la biodiversité, la vie en tant que l'homme, la vie en tant que l'eau. C'est la vie qui représente cet accord qui nous demande et au nom de nos gouvernements et nos pays, nous allons signer demain. Ce fonds est aujourd'hui pour nous le bienvenu. Il vient à point nommé, en ce sens que d'abord il vient pallier à une insuffisance, notamment celui d'accès au financement. La communauté internationale a mis en place ce qu'on a appelé les fonds, un certain nombre de fonds, appelés fonds verts, fonds d'adaptation, beaucoup de fonds, mais pour lesquels les États africains ont du mal à y accéder. Donc, comme l'a dit toujours le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, il est temps que nous, Africains, apprenions à compter sur nos propres moyens. Donc, voilà les raisons pour lesquelles l'on a pensé à mettre ce fonds. Et je salue d'abord le leadership du président Sassou Nguesso et nous comptons beaucoup sur ce fonds pour résoudre un certain nombre de problèmes auxquels nous, États africains, faisons face. La désertification, la pollution des eaux, aujourd'hui le bassin du Congo est le réservoir, comme l'a dit Madame la ministre, en termes d'eau de la planète. Donc il va falloir sauver ça et faire en sorte que cette eau serve à tout le monde. La prochaine guerre sera celle de l'eau et ça c'est une évidence. Les experts l'ont dit et ça se confirme du jour au lendemain. Il est temps que l'on apprenne à gérer de façon rationnelle ces eaux et faire en sorte qu'on accuse de moins en moins le coût de la pollution, des effets du changement climatique. Et nous plaçons tout notre espoir en ce fonds bleu et les experts vont tout à l'heure plancher sur sa mise en œuvre, sur sa gestion, sur quels seront les volets pour lesquels ces fonds-là seront investis, comment est-ce que l'on va financer ces fonds. Tout ça, ils vont nous le dire et demain, les ministres seront là pour approuver, Inch'Allah. Merci beaucoup. À l'instar de nombreux pays africains, la Côte d'Ivoire renforce son potentiel énergétique. 275 MW, c'est la capacité de production de son nouveau barrage hydroélectrique.
Située en pleine zone forestière à Soubré, dans l'ouest du pays, cette infrastructure, la plus importante au niveau national selon l'État, a démarré lundi son test opérationnel par la mise en eau, processus consistant à remplir le réservoir du lac du barrage qui s'étend sur 17 hectares avec une digue délimitante longue de 4,5 km d'une hauteur de 20 mètres. Construire un barrage, c'est construire donc un aménagement hydroélectrique. Ça comprend plusieurs ouvrages. Et parmi ces ouvrages-là, il y a bien sûr le lac que tout le monde voit, donc le réservoir. Il y a une digue, donc le barrage lui-même. Il y a l'usine, vu qu'on doit produire donc, cette électricité. Il y a un canal, donc c'est pour restituer l'eau. Et puis il y a un ouvrage important qui s'appelle l'évacuateur de crue. Fermer les vannes de l'évacuateur de crue pour faire monter l'eau de façon progressive pour avoir le réservoir, le lac qui va être créé. C'est vraiment une phase qui donc concrétise la construction de l'ouvrage. Il y a un ensemble d'infrastructures qui vont être réalisées dans les villages. Donc on va donc électrifier tous les villages, en tout cas des zones qui sont autour donc, du barrage. La fermeture progressive des vannes, selon la structure étatique SIEnergie, maître d'ouvrage du projet, permet le remplissage du lac qui devra atteindre le niveau normal aux alentours du 25 mars prochain. La fin des tests est annoncée pour fin août 2017 afin que les ménages nationaux et pays électriquement interconnectés dans la sous-région reçoivent l'électricité produite par le barrage. D'un coût de 331 milliards de francs CFA, cette réalisation financée à 85% par la Chine et 15% par la Côte d'Ivoire sera livrée cette année 2017. Les populations impactées par la construction du barrage sont progressivement indemnisées et près de 390 ménages ont été recasés sur de nouveaux sites dans des conditions améliorées. Une zone a été aussi aménagée pour la conservation de la biodiversité. La zone de biodiversité, c'est un massif d'à peu près 200 hectares. C'est vraiment un sanctuaire donc pour conserver la flore, donc les plantes et la faune, donc les animaux. Donc c'est une zone de refuge. Avec le renforcement de sa production énergétique nationale, la Côte d'Ivoire poursuit la mise en œuvre de sa politique dans le secteur, espérant atteindre en 2020 les 4000 MW projetés depuis 2011. Au Nigeria, le président intérimaire Yemi Osibanjo a lancé mardi le début des travaux d'une nouvelle ligne de chemin de fer. Reliant la capitale économique Lagos à Ibadan au sud-ouest, le tronçon cofinancé par la Chine et à 15% par le Nigeria coûte 1,5 milliard de dollars américains, plus de 930 milliards de francs CFA. Ces travaux dureront 2 ans. Autre infrastructure en travaux au Nigeria, l'aéroport d'Abuja, la capitale fédérale. L'aéroport international Nnamdi Azikiwe ferme complètement ses portes mercredi pour 6 semaines. Objectif, réparer la piste d'atterrissage particulièrement endommagée depuis plusieurs années. En conséquence, les vols intérieurs et internationaux seront détournés vers l'aéroport de Kaduna, à 170 km plus au nord, et ce malgré les mises en garde contre l'insécurité dans la région. Au Sénégal, après l'information judiciaire ouverte lundi à l'encontre du maire de Dakar, Khalifa Sall est désormais incarcéré. L'ancien ministre sénégalais avait été inculpé et écroué pour le détournement de plus de 2 700 000 euros, près d'1,9 milliard de francs CFA, pris dans les caisses de la ville de Dakar dont il est maire depuis 2009. Les avocats de Khalifa Sall estiment que son arrestation vise à l'écarter des élections. M. Sall, qui est l'un des responsables du Parti socialiste au pouvoir, mais dissident du parti, est également perçu comme un candidat possible à la prochaine présidentielle sénégalaise prévue en 2019. 5 des collaborateurs de M. Sall ont également été inculpés et écroués par le juge d'instruction. Ressortissants et résidents de Sodiko dans la ville de Douala ont répondu à l'appel du Tam-Tam ce 4 mars pour venir vivre grandeur nature la cérémonie d'ouverture de la 57e édition du festival Botina Journée des communautés. Une cérémonie riche en démonstrations culturelles des peuples camerounais à l'image même du Botina. Le festival Botina JDC est la fête traditionnelle, culturelle et économique du peuple Sodiko, le plus vieux royaume de Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e.
L'édition 2017, qui est placée sous l'appel Obodo, ira jusqu'au 25 mars prochain. Elle a comme particularité, en plus de la participation de nombreuses délégations de peuples venus de plusieurs régions du Cameroun et même d'Afrique, l'introduction de nouvelles activités, l'ouverture au monde et la mise en place d'une politique pour la promotion de la destination Sodiko à l'international. La particularité, c'est l'aspect rituel. Il y a des rites que nous allons renforcer cette fois-ci. C'est ça qu'il y a un festival, en fait, il s'appelle Botina. Mais avec l'évolution, on ne peut plus faire un festival aujourd'hui dans une ville comme Douala uniquement avec les natifs de la communauté qui fait ce festival. Donc nous avons ajouté à Botina JDC, donc entendez, journée des communautés. Et si vous parcourez Sodiko, en 70, je pense qu'il n'y avait personne ici, 70 c'était hier. Il n'y avait personne vivant ici qui n'était pas natif. Mais aujourd'hui, si vous parcourez le village, c'est des centaines, voilà. Donc il faut associer tout le monde parce que c'est tout ça qui fait le pays. Et c'est aujourd'hui l'actualité de parler du mieux vivre ensemble. Devenu une triennale en 2011, ce festival a su au fil des éditions s'imposer comme un rendez-vous culturel incontournable, défendant les valeurs de respect de la culture des autres, l'interculturalité et le vivre ensemble. Un véritable haut lieu de l'expression de la diversité culturelle qui caractérise le Cameroun. C'est ce qui pourrait justifier l'intérêt que porte le gouvernement camerounais à ce festival. Ce festival, je le trouve très intéressant, même comme quand l'on estimait qu'il était de trop, mais il est très intéressant parce qu'il rime avec le slogan de l'heure ou encore avec l'idée de l'heure qui a été promue par le président de la République, à savoir le développement du multiculturalisme. C'est la preuve par 4 qu'ici, à Sodiko, il y a multiculturalisme parce que nous avons vu tour à toutes les délégations venant du nord, venant de l'extrême nord, venant du nord-ouest et du sud-ouest et d'autres contrées d'ailleurs. C'est très intéressant. Ça prouve que le Cameroun vit dans l'harmonie et que la tradition est la chose la mieux partagée. La cérémonie de ce 4 mars a donc donné le ton de la fête qui s'annonce belle. Un match de football opposant les vétérans de Bonabéry aux hommes de médias a ponctué la cérémonie, mais aussi la remise des Miquins d'or à tous ceux qui se sont distingués pour le développement de Sodiko au cours de l'année 2016, ainsi qu'à tous ceux qui ont toujours œuvré aux réussites successives des journées culturelles du peuple Sodiko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programmes sur Vox Africa.